Bonjour à tous et tous, salut Thibaut. Salut Simon. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Shop des Titans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. On s'était dit on va faire un épisode simple mais percutant. Ouais, avec, condensé. Condensé. L'intitulé de cet épisode, ce sont les top 5 nouveautés Shopify de, on va dire fin 2025. Tout n'a pas été que sur fin 2025, mais en tout cas c'est assez récent tous les changements dont on va vous parler. Le truc que ne savent pas tout le monde quand même, c'est qu'il y a un backlog Shopify avec vraiment des mises à jour régulières de Shopify, quasiment tous les jours d'ailleurs, qu'on reçoit. Mais il y en a de temps en temps qui sortent un peu du lot, et notamment on a fait un petit tri justement pour pouvoir vous les lister. On en a pris que 5, il y en avait un peu plus, mais on en fera peut-être un autre épisode si jamais c'est. C'est qu'il y en a qui nous concernent plus ou moins, parce que parfois il y a des nouveautés sur hydrogène, oxygène et tout ça, donc ça nous concerne un peu moins. Exactement. De moins en moins, j'ai l'impression. Mais voilà. Non, là, on va plutôt parler des changements qui vont pouvoir vous aider au niveau marketing, changement du thème, prise en main du thème, enfin les trucs pratiques aussi d'administration. J'allais dire administratif, mais non, pas du tout. Administration. On va démarrer tout de suite. Le premier, ce sont la possibilité de créer des discounts automatiques pour certains segments de clients. Donc hyper intéressant. Ça permet par exemple de segmenter par exemple les VIP customers et que eux aient accès à des réductions automatiques sur certaines pages que les autres ne verraient pas. Donc ça c'est hyper intéressant. Ouais. Ce qui est bien en plus, c'est que ça peut facilement être mis en place avec par exemple un flow à côté, où on a un flow par exemple qui met des tags automatiques sur des clients selon certaines actions, certains types d'achats, certains volumes d'achats, et derrière du coup on a des discounts automatiques qui s'appliquent sur les clients qui ont des tags. Et voilà, ça permet d'avoir un genre de système de feed un peu rapide à mettre en place qui peut être assez efficace. Carrément. Par exemple, alors c'est pas comme ça qu'on l'a mis en place pour être tout à fait franc, mais c'est un truc qu'on fait des fois avec Barney sur les clients VIP. Ils ont des clients très VIP qui ont accès des fois à des ventes privées, à certaines pages auxquelles les autres n'ont pas accès, et c'est avec un système de tag. Et donc là, pour le coup, tu peux te dire tout mon site reste le même, sauf que ceux qui ont ce tag justement VIP ont des réductions automatisées qui sont prévues. Et on peut d'ailleurs le limiter dans le temps aussi, comme tu l'as dit avec Shopify Flow, c'est cool. Ça peut aussi sur des customers qui n'ont pas déjà acheté. Il y a toujours ce dilemme de se dire je fais une petite remise au prospect qui n'a pas encore acheté. Là tu peux te dire le mettre carrément affiché sur le site, quoi. C'est ça, tu peux mixer ça avec une campagne d'email ou des choses comme ça par exemple. Exactement. Et tu peux même d'ailleurs cibler aussi des clients spécifiques si tu veux dire lui il a droit à des remises. C'est peut-être utile aussi pour si tu as une espèce de logique B2B ou peut-être d'ambassadeur, tu vois. Si tu as un influenceur qui fait la promotion de ta marque, par exemple sur YouTube, j'en sais rien, tu peux dire ceux qui ont le tag ambassadeur, ils ont déjà des remises et ils peuvent acheter les produits. Tu vas peut-être même à zéro. Donc hyper cool. Après, alors, moi je suis pas hyper familier avec les segments. J'avoue que vu que je suis plutôt tech, je joue pas beaucoup avec ça. Peut-être que tu peux expliquer un peu comment ça se construit et jusqu'où on peut aller avec. Carrément, les segments, c'est un peu la segmentation de vos clients, c'est-à-dire vous pouvez décider de segmenter vos clients premium, vos clients qui ont acheté une fois dans l'année, une fois les 2 dernières années, ceux qui n'ont jamais acheté, avec plusieurs critères, ceux qui ont acheté telle collection par exemple. Donc par exemple, si vous vendez des vêtements, vous pouvez dire tous mes clients qui ont acheté des pantalons. Alors je ne saurais pas te dire la logique qu'il y aurait derrière, mais en gros tu peux créer cette segmentation-là pour pouvoir justement après déclencher des automatisations et donner accès justement à ces remises automatisées à certains segments. Mais ça a plein d'autres impacts. On en parlait justement cet après-midi sur une réunion plutôt axée sur Klaviyo. On peut servir aussi de ces segments Shopify pour segmenter aussi dans Klaviyo des envois d'emails. Donc c'est oui, carrément. Mais on pourra, d'ailleurs je pense que ça vaudrait limite le coup de faire un épisode sur la partie segmentation parce que je sais que Ben aussi a fait des trucs avec ça que je maîtrise pas non plus. Deuxième élément, ça pour le coup ils en ont beaucoup parlé, c'est le passage des variants de 100 à 2048, c'est précis. Donc ça permet plein de choses. Peut-être que tu peux en parler. Est-ce qu'on a eu peut-être tu peux parler aussi des blocages qu'on a eu à une époque et peut-être qu'on a plus maintenant, je sais pas, mais ouais, bien sûr. Alors premier truc peut-être qu'il faut vraiment réexpliquer pour distinguer la différence entre les variantes, les options, les valeurs d'options. Enfin c'est quelque chose, même moi je me souviens que quand j'ai commencé à bosser en tant que dev sur Shopify, c'est un truc que je me perdais de temps en temps. Il faut comprendre qu'un produit, on peut lui donner jusqu'à 3 options. Donc une option, ça va être par exemple la couleur, la taille et matière. La matière par exemple, exactement. Et du coup, on peut avoir 3 options. Et pour chacune des options, on peut avoir plusieurs valeurs d'options. Donc pour la taille, on va avoir en valeur par exemple S, M, L, XL. En couleur, on va avoir toute une liste de couleurs. Et du coup, en fait, les variantes, ça va être la résultante de tous les croisements possibles entre toutes ces valeurs d'options.
Donc effectivement, ça peut aller assez vite. Si tu es sur un t-shirt qui peut avoir beaucoup de tailles différentes, beaucoup de couleurs différentes aussi notamment, en fait quand tu multiplies et que tu rajoutes en plus une troisième option en plus, ça peut aller assez vite et tu peux vite te retrouver avec beaucoup de variantes au final. Et du coup, ça arrivait effectivement que la limite des 100 variantes, elle soit rapidement atteinte et qu'on soit un peu limité et que du coup, on doive un peu filouter pour pouvoir faire entrer des options différemment. Donc voilà, effectivement, là, ça va libérer vraiment l'utilisation des variantes pour les marchands qui avaient plein d'options sur leurs produits. Ouais. Et une des options notamment, c'était de séparer justement les gros variants en produits séparés pour éviter ça. Justement, ça permettait d'enlever une des options que tu évoquais. Mais justement, de passer de 100 à plus de 2000 de variants, ça va te permettre de pouvoir reconcentrer tout sur une seule page, d'avoir le trafic aussi qui se concentre sur cette page-là, notamment si vous faites de la publicité par exemple, de voir aussi les différentes options qui existent. Bon, il y avait des astuces pour pouvoir le faire dans tous les cas, mais c'est quand même beaucoup plus pratique en termes de gestion de produits aussi pour les équipes marques, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça arrivait, par exemple, deux chaussures qui sont un modèle similaire mais avec deux coloris très différents. Parfois, on recommandait du coup de faire deux pages produits différentes. Sauf que aujourd'hui, on va pouvoir, comme tu le dis, tout relier. Et notamment, ça touche beaucoup les chaussures parce que les chaussures, tu as toutes les pointures, toutes les couleurs. Et du coup, ça va corriger ce souci-là. On avait également un souci quand on dupliquait les produits, c'est que du coup, on pouvait avoir du duplicate content sur les pages et du coup, ça pouvait poser des soucis de SEO. Donc là, pareil, avec une seule page produit qui contient toutes les variantes, on évite ce genre de soucis. Ouais, trop bien. Le troisième élément, alors il est un peu technique et peut-être il va falloir justement qu'on explique à quoi ça sert, mais c'est ce qu'on appelle les produits non listés. Donc typiquement, le meilleur exemple que j'ai moi, mais c'est peut-être un peu bateau, c'est tout ce qui va être produit offert par exemple dans le panier tiroir lorsque tu as déclenché un certain niveau. Il y avait quand même des problèmes potentiels de ce produit est quand même accessible, etc. Alors encore une fois, il y avait des astuces pour pouvoir ne pas le lister, etc. Mais aujourd'hui, ils ont donné cette option native pour pouvoir justement faire en sorte que ces produits ne soient pas listés. Est-ce que Thibaut, je sais que tu as eu pas mal d'exemples de ce type-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça sert, comment on faisait avant et comment maintenant ça se produit ? Ouais, je sais plus du coup si c'est non listé ou non répertorié, ouais, mais c'est la alors j'avoue, je crois que c'est non-listed product en anglais, je l'ai traduit. C'est peut-être. Je crois que c'est non répertorié. C'est non répertorié, ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le produit n'est plus accessible par la navigation du site, il n'est plus trouvable par la search et il n'est plus trouvable non plus en référencement sur Google. Ouais. Donc c'est en gros les trois moyens qui permettaient de potentiellement tomber sur une page produit. Là, ils sont coupés. C'est-à-dire que le produit, il existe au sein de votre site et de votre environnement Shopify, mais il n'est plus accessible pour l'utilisateur, sauf si vous lui donnez un accès direct à ce produit avec un lien direct ou une chose comme ça. Donc effectivement, ça peut être utile pour des produits qu'on ne veut pas rendre accessibles, comme des produits offerts à 0€, ou des choses comme ça. Ça peut être utile aussi pour des produits qu'on veut préparer quelque part et ne rendre accessible que pour certaines personnes à qui on envoie un lien. Carrément. Par exemple pour des ventes privées ou des choses comme ça peut être intéressant. Et du coup, effectivement, avant, on devait un peu plus filouter. Alors, c'était pas vraiment filouter, mais il y avait une façon qui était devenue assez connue de faire ça. Il fallait en fait utiliser un métafield, créer un métafield en mettant en clé SEO et en value hidden. Donc SEO.hidden, c'était le métafield. Il fallait mettre la valeur 1 ou 0. Non, la valeur 0. Et donc, en faisant ça, du coup, ça faisait que le produit n'était plus trouvable par la search et ni par Google non plus, il n'était plus référencé. Donc, ça se faisait, mais il fallait connaître quand même l'astuce. Le souci de ça aussi, c'est que le produit pouvait toujours être accessible par des collections, voire des collections automatiques. Donc, il fallait quand même bien faire gaffe que le produit ne tombe pas dans les collections automatiques. Ouais. Parfois, on a des collections, tous les produits à moins de 5€, je la mets dans ma collection en petit prix. Ouais. Et du coup, ton produit à 0€, il se retrouve dedans. Ouais. Voilà, exactement. Donc, il fallait faire un peu gaffe à ça. Là, voilà, on a un truc qui est clean, qui est intégré à l'interface. Je pense qu'il n'y aura plus de soucis et de risque de faire des bêtises avec ça au moins. Ok, trop cool. Quatrième option, qui est un peu gadget, mais qui est drôle, et donc c'est pour ça qu'on voulait la lister aussi, c'était la production d'images avec Sidekick. Donc Sidekick, pour rappel, c'est l'IA intégrée dans le back-office de Shopify, à qui vous pouvez poser des questions. Hyper cool d'ailleurs sur la partie CRO, en vrai, si vous ne le faites pas, faites-le, c'est assez cool de lui poser des questions sur vos ventes et tout. C'est de plus en plus précis. Il fait de l'analyse un petit peu Il fait grave de l'analyse, ouais. Ouais, on s'en sert beaucoup maintenant sur l'accompagnement CRO pour savoir quels sont
vos meilleures ventes des derniers mois, quelle est la moyenne du prix de ton mois de février, par exemple. Ça, je m'en suis pas mal servi pour quelques clients là récemment. Pour de l'analyse de données, c'est une bonne interface où tu poses tes questions et ça te remonte les chiffres dont tu as besoin. C'est très bien pour compiler des choses, avoir des moyennes, des médians aussi sur des prix médians. C'est-à-dire, est-ce que tes prix médians, etc. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Okay. Mais on pourra en vrai en reparler aussi en détail de Sidekick sur tout. Enfin, j'avais une idée d'un podcast, petite parenthèse, mais c'était de faire les 5 prompts Sidekick les plus utiles. Donc ça, c'est hyper cool et on en parlera. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de donner des clés de comment on peut l'utiliser pour que ça soit vraiment utile, parce qu'on a tous cet outil à dispo et voilà, on ne sait pas forcément quelles questions lui poser pour que ça devienne un truc à utiliser quotidiennement. Exactement. Mais là, le truc qu'ils ont ajouté, c'est hyper récent, là, pour le coup, je crois que ça date genre de 3 semaines, grand max. Peut-être un peu plus quand vous écouterez ce podcast, c'est de pouvoir générer des images dans Sidekick avec le contexte de ton store. Donc ça, c'est hyper cool. Par exemple, tu vends des probiotiques et tu dis créez-moi une pub qui met en avant le côté santé de mon probiotique. Bon, c'est un peu naze mon truc, mais il va vraiment se baser sur ton packaging pour te faire un truc. Alors, la réalité, c'est que Oriane a testé justement ce type de prompt. Le packaging ressemble un peu à ce que tu as, mais il n'arrive pas à reprendre exactement ce que tu as. Donc, c'est pas parfait, mais c'est quand même le pied dans la porte d'un truc pour les agences d'ads et tout, etc., qui font de la créa aujourd'hui. Alors, c'est pas encore quali et ça mettra un peu de temps, mais c'est déjà pas mal. En fait, si tu n'as pas de budget, tu peux déjà faire un truc cool. Hein. Donc, ceux qui ont des petits budgets qui nous écoutent là, franchement, le Sidekick a déjà tout votre contexte. Donc, il est capable de mettre en avant des arguments produits aussi sur le visuel et tout. Bon, alors l'écriture, faut pas mettre trop d'écriture parce que ça se passe pas non plus toujours très bien avec l'IA et notamment sur Sidekick, c'est pas encore parfait, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment fou, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est toujours encore un peu la limitation quand tu essayes de mettre tes produits un petit peu en scène avec l'IA. Parfois, les produits sont modifiés et du coup, un peu compliqué de mettre des photos produits qui sont pas vraiment ton produit final que le client va recevoir. Donc, faut faire vachement gaffe à ça quand même. C'est pour ça que tu as raison. Tu pourrais penser, c'est pour ça que j'en ai même pas parlé, mais tu pourrais penser faire tes images produites, tes pages produits avec ça, mais il reprend pas exactement bien ta photo produit, tu vois. Alors peut-être qu'en promptant hyper précisément, ce serait le cas, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Donc c'est pour ça que sur la pub, les ads, ça peut le faire là pour l'instant si vous avez des petits budgets. Mais voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr. Sur l'image un peu lifestyle autour de ta marque, ça peut être intéressant, je pense. Carrément. Même de la mise en scène de tes produits où du coup le produit est pas forcément très détaillé, c'est pas très grave. Et tu peux photoshopper vite fait après. Ouais. Mais oui, tu as raison. Mais juste pour rappel quand même, sur côté fiche produit, vous pouvez déjà utiliser. Alors je sais pas si le nom exactement c'est Sidekick, mais il y a déjà une IA qui est en place sur la partie photo produit. Si tu as ta photo détourée PNG, tu peux rajouter un background contextuel. Oui, c'est vrai. C'était déjà, ça datait d'1 an. Ils avaient montré que les snowboards pardon, avec l'arrière-plan avec des montagnes et tout. Donc ça marche très bien. C'est vrai. Mais en fait, il y a tellement d'outils IA qui permettent de faire ça aujourd'hui qu'on a tendance à oublier que dans Shopify, il y a aussi ces trucs-là. Et en fait, il y a tellement de choix maintenant que... Et carrément. Et deux petits détails aussi quand même, parce que tu peux aussi le faire désormais depuis ton téléphone. C'est-à-dire que Sidekick est accessible depuis l'application Shopify en tant que marchand. Et tu peux aussi générer ces images depuis l'application. Ce qui n'était pas le cas avant, Sidekick n'était pas disponible sur l'application, donc là c'est cool. Okay. 5e élément, c'est dupliquer ses collections. Donc ça c'est hyper cool pour plein de raisons, mais encore une fois, pour revenir sur mon call que j'ai juste avant, on en a parlé, parce qu'il y a besoin justement de créer des nouvelles collections avec des ventes privées et tout, et ça te permet de recréer des collections sans redémarrer from scratch, quoi. T'as juste à supprimer entre guillemets certains produits, ou mettre une condition différente avec déjà des produits qui existent, ou rajouter une condition. Tu le disais tout à l'heure sur les produits à moins de 5 €, ça peut être les produits à moins de 50 € qui sont rouges. Bon, je sais pas pourquoi ce serait utile de faire ça, mais voilà. Bah si, parce que tu crées une catégorie rouge sur je sais pas, des vêtements, tu vois. Ouais. Et donc voilà, et il y a aussi la duplication des menus. Ouais. Alors ça pour le coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, j'allais dire que moi de mon côté, je suis là. Oui, bon, les menus, c'est pas non plus 1000 ans à faire, mais en fait, je pense que côté dev, c'est un peu. Ouais, un peu alors cool. déjà, nous quand on prépare effectivement des nouveaux thèmes et que du coup il faut reprendre un menu existant mais un peu le modifier pour que ça colle aux maquettes, bah en fait quand tu as un client qui a un menu assez complexe avec beaucoup de profondeur, beaucoup de produits différents que tu vas tout retaper, c'est compliqué. Et je pense que pour les marchands c'est pareil. Imaginons que y a, je sais pas, typiquement le Black Friday, tu as prévu une navigation un peu particulière pour ton Black Friday,
mais de base ton menu il est assez complexe avec plein de liens. Bah, en fait, avant, tu étais obligé de tout retaper pour juste rajouter ton lien un peu particulier Black Friday et puis le ressortir au moment. Alors que là, maintenant, tu as juste à dupliquer, tu rajoutes ton lien et c'est bon. Ouais, carrément. T'as raison. Aussi sur les stores qui ont des saisonnalités très fortes. Je vais reprendre l'exemple des vêtements, mais quand tu as des vêtements, ta collection hiver qui sort, ta collection automne, tu peux dupliquer ton truc en gardant ta collection été pour l'année prochaine potentiellement sans tout éclater et revoir un peu l'organisation tout en restant sur ce que tu avais déjà. Donc ouais, carrément. Non, mais ouais, exactement. Mais ça c'est bien. Enfin, Shopify, ils ont commencé à ramener beaucoup de trucs de duplication. Et c'est vraiment cool. Donc il y a effectivement les collections, les menus. Il y a aussi toute la partie personnalisation du thème où maintenant tu peux dupliquer les blocs, les sections. Et ça, pareil, c'est trop bien. Enfin, tu gagnes énormément de temps, surtout quand tu as des sections ou des blocs avec pas mal d'options, de paramètres et tout ça. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Encore une fois, il se rapproche de plus en plus d'un outil type builder, quoi, mais voilà, tout en restant quand même avec le cadre de Shopify qui fait que ça reste dans ce qui a été décidé dans la charte graphique du site et tout ça, donc c'est vraiment cool. Carrément. Et dernier argument quand même qui est intéressant, pardon, sur la partie duplication des collections, c'est que ça c'est un truc que j'ai répété assez souvent mais qui n'est pas toujours appliqué, c'est que en SEO, c'est hyper intéressant d'avoir des collections en permanence qui sont rattachées à des événements à l'année. Par exemple, la fête des mères, Noël, Black Friday. Ces pages-là, même si évidemment, lorsque Black Friday est passé, vous êtes censé plus forcément avoir cette page, en fait, il faut la garder sur son site quand même au niveau SEO pour que le jour où Black Friday revienne, vous soyez puissant. Donc en fait, l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez dupliquer des collections déjà existantes. Vous prenez une collection, je dis n'importe quoi, vraiment, vous prenez exactement la même. Vous faites une collection Fête des Mères, vous faites du contenu SEO Fête des Mères. Vous n'avez pas changé votre collection, c'est juste que vous avez une collection Fête des Mères qui existe. Lors de la Fête des Mères, vous la mettez en place et après, vous la mettez dans une espèce d'organisation sitemap de votre site qui est dans un lien dans le footer. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez comme ça dupliquer du contenu de page collection pour le SEO beaucoup plus facilement que de vous dire il faut que je crée une collection Fête des Mères, donc vas-y, je mets ce produit-là, tu vois. Donc, assez cool pour pouvoir faire aussi du SEO, quoi. Dernier élément, alors on avait dit qu'on en faisait 5, c'est un 6e qui est vraiment juste rapide, mais qui est assez cool pour les devs en herbe. C'est le New Code Editor depuis le thème. En gros, depuis le thème, quand vous modifiez votre thème avec les blocs, etc., donc ça, ce que tout le monde maîtrise plus ou moins, on peut désormais maintenant modifier le code directement depuis le thème. Tu me dis si je dis des bêtises parce que je dis ça, mais je suis celui qui maîtrise le moins le truc. En fait, on peut le faire depuis très longtemps déjà. C'est-à-dire que en fait, Shopify a déjà ce qu'on appelle un IDE, donc c'est un environnement de développement. Oui. Et du coup, tu pouvais coder pour modifier ton thème. Sauf que la grosse nouveauté, effectivement, c'est qu'avant, leur IDE était un peu pourri et il n'y avait pas beaucoup d'options dessus. Et là, ils ont mis en place un vrai IDE qui est similaire à ce qu'on peut avoir dans VS Code ou des choses comme ça. Et du coup, on a toutes les options dont on peut avoir besoin dans un vrai IDE. On peut faire de la recherche de termes dans tous les fichiers du thème. On peut avoir un rafraîchissement automatique de l'aperçu quand on code et quand on sauvegarde. Donc voilà, on retrouve vraiment beaucoup de confort dans le dev. Alors, on n'a pas encore non plus tout ce qu'on peut avoir dans VS Code, par exemple, parce que on n'a pas les modules qu'on peut installer. On n'a pas... qu'est-ce qui pourrait manquer d'autre ? L'intégration de l'IA, comme Cursor, par exemple, ça, on l'a pas non plus. Donc voilà, il y a encore une petite chose qui manque, mais c'est aujourd'hui tout à fait possible et ça peut être efficace de coder dans cet environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, n'importe qui dans la team peut accéder à cette IDE et puis faire des bidouilles s'il y a besoin et avoir le même confort quasiment que les devs de la team, en fait. Trop bien. Donc voilà, c'était le dernier petit point qu'on voulait voir parce qu'on trouvait ça cool aussi de pouvoir en parler parce que c'était une option un peu fun, notamment pour ceux qui ont quelques bases de code dans les teams des marques. Des fois, il y en a, donc ça permet au niveau du CSS d'aller modifier des trucs. C'est cool. C'est un beau changement. En fait, je trouve que c'est assez beau que Shopify se soit à ce point accroché à ce truc de leur interface de développement et qu'ils aient voulu pousser ce truc-là pour vraiment donner du confort dans leur IDE. Donc c'est plutôt cool, alors qu'ils auraient pu un petit peu l'abandonner et se dire de toute façon les devs ils ont leur environnement à eux et on s'en fout, quoi. Carrément. Ils essaient de démocratiser au max aussi l'accès à ça, tu vois, donc ça fait partie de leur mission, je pense. Écoute, merci Thibaut. Merci Simon. Avant de se quitter quand même, on va vous dire qu'on a lancé une newsletter qui vous donne toutes les 2 semaines des nouveautés, 3 nouveautés. On va vous parler de 3 à chaque fois actualités sur la conversion, le CRO, des statistiques sur le marché du e-commerce. Donc voilà, ça sera hyper varié.
Ce ne sera pas du spam et pas de la pub. Ce sera vraiment des cas concrets aussi clients qu'on vous présentera pour vraiment vous dire voilà, on a fait ça sur tel client, voilà les résultats, etc. Alors, avec leur consentement évidemment. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de pouvoir vous éduquer aussi un peu là-dessus, vous aider un peu comme on le fait là au travers du podcast, mais au travers de la newsletter, à l'écrit. Ce sera plus simple aussi pour analyser. Donc, vous pouvez aller sur notre site. C'est pas à date où on fait l'enregistrement, c'est pas encore en place, mais quand vous irez, ça sera le cas. Parce que Thibaut, avant l'enregistrement, a dit qu'il le ferait. Et donc, vous pourrez aller vous inscrire à cette newsletter. On communiquera dessus, notamment sur LinkedIn, et puis on fera des petits pushs pour que vous y alliez, notamment dans ce podcast-là. Mais honnêtement, on pense que ça vaut grave le coup d'y aller. Ça vous coûte rien, puis si vous aimez pas, vous désinscrirez. Mais en tout cas, on va essayer de faire un truc cool. Ouais, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Nous, c'est un truc qu'on vient de lancer. On teste un format avec une structure un peu spécifique. C'est possible que ça évolue dans le futur. On va essayer de faire un truc qui sera toujours quali et puis d'apporter autant d'infos qu'on peut le faire dans les épisodes de podcast. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'explorer un peu un autre média finalement. C'est un autre moyen de communiquer. On peut pousser d'autres choses. Donc je pense que ça sera cool. Et si vous avez des idées pour cette newsletter ou ce podcast de sujets, franchement, allez-y, on est chaud. Des fois, on cherche des sujets. On en a plein, mais en même temps, on attend de savoir ce qui vous plaise. Et si vous avez des questions sur le podcast qu'on a là ou même les autres podcasts, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça nous ferait très plaisir si vous inscriviez aussi à la chaîne YouTube et au podcast si vous êtes en train de l'entendre en podcast. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et à une prochaine pour un prochain épisode. Merci, Ciao. salut.